Les forces de la République démocratique et populaire paradent. La Corée du Nord menace. Mais la nation de feu Kim Il-sung appelle à l'aide pour la première fois depuis 50 ans. Les victimes de la famine se compteraient en millions. Il y a une chose qui est claire, les gens veulent partir, quitter ce pays. Même les vieilles femmes veulent partir. Elles se disent, quitte à mourir, autant mourir dans un monde meilleur. Le pays de Kim Jong-il, le fils héritier de Kim Il-sung, entre dans sa 4e année de crise. Des inondations en 95, un typhon en 97, ajouté à l'impéritie du dernier régime stalinien de la planète, auraient provoqué une catastrophe humanitaire à l'ampleur insoupçonnée. Corée du Nord, janvier 1999. Depuis quelques mois, la réalité de la situation nous parvient au travers de témoignages de plus en plus nombreux. Ceux des transfuges qui risquent leur vie en franchissant cette partie de la frontière sino-coréenne. À l'image de ces gens qui regardent vers la rive chinoise, ils croient souvent que le salut est en face. Nous sommes au nord du pays. De l'autre côté de la rivière frontalière se trouve la région de Yanji en Chine, une zone où l'on parle coréen depuis des générations. Nous nous dirigeons vers la frontière, vers la zone de Yesan exactement, ville nord-coréenne qui constitue l'un des points de passage empruntés par les clandestins. Les exilés tentent de trouver refuge chez un parent ou dans les villages frontaliers peuplés de ces sino-coréens qui leur sont si proches. Mais pour les fugitifs, il faut d'abord échapper aux patrouilles de police chinoises de plus en plus fréquentes. Dans la montagne, un abri ouvert aux 4 vents. Par moins 25 degrés, aucune chance d'y trouver un clandestin coréen, mais les traces de plusieurs passages subsistent avec des messages personnels. Je suis passée ici à 16 heures. Coréens, revoyons-nous un jour, tous ensemble. On recense des centaines de cas de Nord-Coréens réfugiés en Chine. Désespérés, marqués par les séquelles de la malnutrition et des maladies, sans compter ceux qui ont eu moins de chance en tentant d'échapper aux soldats. Souvent, les associations qui travaillent sur le terrain parviennent à enregistrer leur histoire. Exemple, cet homme qui a fait 5 tentatives d'évasion à tel point qu'on l'a surnommé le papillon coréen. D'après lui, le taux de mortalité est effrayant. Où est-ce qu'on enterre les gens? Pas dans les cimetières sont pleins, il n'y en a plus. Les morts, on les dépose dans la montagne, directement comme ça, dans des trous. Le froid et la neige n'empêchent pas les clandestins de tenter la traversée. 2 hommes viennent de franchir la rivière. J'avais essayé de traverser une première fois, mais le courant était tellement fort que je n'y étais pas arrivé. Et ils m'ont arrêté. On m'a frappé là, sur la tête. Vous voyez la bosse que j'ai? En hiver, cette fameuse frontière devient pour quelque temps un no man's land de quelques dizaines de mètres de largeur, la rivière Yalu, complètement gelée. En face, la berge nord-coréenne. Dissimulés dans une voiture, nous filmons ces habitants que l'on autorise à aller à la corvée d'eau. Comme cet homme, ils viennent laver leur linge, à même la glace. Mais pas question de s'aventurer trop près de la rive chinoise où nous nous trouvons. D'ailleurs, au bout de quelques instants, les gardes-frontières surgissent. Ils sont armés de fusils mitrailleurs de gros calibre et signifient par leur seule présence aux civils qu'il est temps de rentrer.
Celui-là vient se poster tout près de la berge, côté chinois. Il a vu notre voiture, mais ne se doute pas qu'il est filmé. Les patrouilles sont composées de 2 hommes. Nuit et jour, à raison d'un poste de garde tous les 200 mètres, ils surveillent. Moi, je suis parti à l'aube le 11 novembre. C'était le début de l'hiver, le temps était glacial. Il y avait du givre. L'eau m'arrivait à la taille. Comme j'avais déjà essayé de traverser une fois, j'étais en premier et un autre me suivait. Au moment où on a traversé, les gardes frontières éclairaient la rivière toutes les 5 minutes. Au début, je me suis dit qu'il y avait des policiers partout. Je croyais voir des pièges dans l'eau. Ces 2 enfants ont réussi la traversée il y a quelques semaines. Leurs parents sont morts et ils se cachent maintenant dans la zone frontalière côté chinois. L'un a 17 ans, l'autre 14, mais leur croissance freinée leur a donné cette taille atrophiée. Jusqu'en 1994, quand notre chef Kim Il-sung était vivant, cela allait encore. Mais après sa mort, la situation a empiré. Parfois, on ne mangeait rien pendant 3 jours. Au printemps, on devait aller dans la montagne chercher de l'herbe et de l'armoise. On mélangeait tout ensemble, avec un tiers de grain de riz. On mélangeait tout ça comme ça, avec des plantes. Voilà, c'est ça qu'on mangeait. C'était mieux que rien. Il y avait des gens qui avaient le visage enflé car ils ne mangeaient pas assez, et d'autres qui mouraient en mangeant des plantes empoisonnées. Cette jeune femme, originaire de la ville de Chongjin, nous confirme l'absence d'approvisionnement. À la campagne, on ne reçoit pas de ravitaillement. Il n'y a plus de récolte. Voilà pourquoi on est obligé d'aller dans les collines chercher ce qu'on peut. Il y a beaucoup de gens qui meurent de constipation car ils n'ont mangé que des racines. Pour ce genre de maladie, il n'y a pas de médicaments. Pour survivre, on se met à vendre n'importe quoi, tout ce qu'on a, même la maison s'il le faut. Yesan compte 200 000 habitants. Pourtant, c'est tout juste si nous apercevons un seul véhicule à moteur. Les gens vont à pied le long de la berge, tirant du bois de chauffage. Un groupe de soldats s'en va, pelle sur l'épaule. Nous constatons aussi l'absence de grosses activités économiques à l'image de cette usine désaffectée. Une gare, déserte, ornée du portrait présidentiel, porte une inscription. « Vive notre grand chef le camarade Kim Il-sung, vive notre pays glorieux ». Et toujours, l'omniprésence des militaires. J'ai de la famille, des frères et des sœurs là-bas qui sont membres du Parti communiste. Si on apprend qu'ils ont une sœur qui a trahi, ils seront renvoyés du parti. De toute façon, je serai toujours méprisée et persécutée parce que je suis une traître. Autre signe extérieur, un peu plus loin dans la campagne. Toutes les collines, sans exception, ont été rasées, déboisées. Il ne reste plus un arbre debout. Les versants ont souvent été utilisés pour l'exploitation de nouveaux champs de culture directement à flanc de montagne, avec de maigres résultats. Dans cette ferme collective, on élevait des centaines de poulets en batterie. Aujourd'hui, plus rien ne bouge. À 300 mètres, en surplomb sur la colline, un cimetière et de petits monticules de terre, à la coréenne. Quand je suis partie, 30% des gens mouraient de faim. On nous a dit que l'année prochaine, cela irait mieux. Même le chef Kim Jong-il l'a dit. Enfin, on ne sait pas. On attend que ça.
En général, les femmes sont plus résistantes. Elles parviennent à survivre alors que les hommes n'y arrivent même pas. Dans mon village, quand mon père est mort, presque tous les hommes avaient déjà disparu. Chez nous, environ 40% de la population est morte. Nous reprenons la route le long de la rivière Tumen, un cours d'eau qui se jette dans la mer du Japon, un peu plus à l'est. Des 1600 km de frontières communes entre la Chine et la Corée du Nord, c'est probablement le seul endroit où les contacts sont possibles entre les populations des deux pays. La berge nord-coréenne est si rapprochée que l'on peut presque se parler. Ici, un mince filet d'eau nous sépare. Mais parfois, là où le lit est encore plus étroit, à quelques mètres de nous, des hommes empruntent le milieu de la rivière pour circuler. Certains interpellent les habitants des villages riverains dans le but de leur envoyer de la nourriture. Une femme vient remplir ses seaux. Nous tentons de l'appeler. Mais la méfiance et la peur l'emportent. La femme se retourne à peine. Elle ne répondra pas. Un peu plus loin, au contraire, nous sommes témoins d'un vrai contact rapproché. Des Chinois discutent avec un garde-frontière. Nous savons que c'est par ces relations interfrontalières tout à fait illégales que s'organisent toutes sortes de trafics qui permettent aux Nord-Coréens d'améliorer leur quotidien. Soudain, deux hommes courent en traversant d'une rive à l'autre. Oh my God! My God! Yeah, but I don't care. Notre chauffeur prend peur. Il s'agit en fait de deux trafiquants chinois. Yeah, so what? Oh, come on. Mais nos accompagnateurs refusent de s'arrêter. Yeah, but they just crossed the river. That's... Nous tombons sur les restes d'un passage clandestin. De vrais réfugiés, cette fois. Des chaussettes. Vous voyez, ils volent des vêtements chinois dans les villages alentours. Et puis ils se changent en laissant leurs vieux habits sur place. Ces clandestins-là se sont fondus dans la nature. Mais ils ne sont pas sortis d'affaire pour autant. Il leur faut trouver de l'aide. Et c'est le plus souvent les paroisses locales qui peuvent leur en apporter. Aussi étonnant que cela paraisse, nous nous trouvons en Chine communiste, mais ce sont les responsables des petites églises chrétiennes des villages frontaliers qui n'hésitent pas à nourrir les Nord-Coréens. Les gens autour ne doivent pas savoir ce qu'on fait. Sinon, on est obligé de payer des amendes. Pour un Nord-Coréen qui vient pour la journée ou qui passe la nuit, il faut donner entre 3 et 5 000 francs à la police. Non, on fait ça en secret. Il faut faire ça seulement aux yeux de Dieu. Monsieur Chon, lui, s'occupe de l'église de Tumen. Tous les mois, il reçoit de nombreuses lettres d'appel à l'aide. Quand nous recevons des lettres où les gens nous demandent de l'aide ou de la nourriture, des médicaments, par exemple ici quelqu'un nous écrit de Namyang, nous allons à la police pour avoir une autorisation et nous essayons de partir en Corée avec de la nourriture.
La nourriture en question est en fait plus souvent stockée qu'utilisée réellement. Une trentaine de sacs sont entreposés là. Leur contenu sert surtout aux clandestins qui vont et viennent. Là, il y a du soja, de la farine. Là, je ne sais pas, du riz ou du blé. Enfin, à manger en tout cas. Et du savon. Pour chaque réfugié, on prépare un sac de 10 ou 20 kilos. Mais en fait, c'est beaucoup trop lourd pour eux. Ils préfèrent qu'on leur donne de l'argent. Les sacs, ils les laissent, ou alors ils les vendent et ils ramènent l'argent. C'est trop dur de passer avec ça dans l'eau. L'aide humanitaire, à l'image de ces camions bloqués au poste frontière, ne parvient pas toujours à destination. C'est vrai, les aides extérieures ne sont jamais transmises au bon moment. Chez moi, à Namyong par exemple, quand le ravitaillement est arrivé, les autorités ne l'ont pas distribué. Mais quand ils ont su qu'un agent d'une organisation humanitaire allait venir vérifier, alors ils ont effectué la distribution la veille. Depuis les inondations de 1995, les pays occidentaux, mais aussi le Japon et la Corée du Sud, ont pu déployer une aide. Mais les ONG se heurtent à l'intransigeance des autorités nord-coréennes dès lors qu'il s'agit d'aller vérifier l'état des besoins réels de la population. MSF a décidé de claquer la porte en septembre dernier. Caritas, autre ONG internationale, elle, a choisi de rester en Corée du Nord. Voici ce que ses agents ont vu. Des rizières où l'on travaille, des champs de blé avant récolte, mais la pauvreté des pousses est flagrante, le maïs attaqué par les infections. Dans les nurseries et les orphelinats visités, malgré la bonne tenue des enfants présentés, on constate qu'outre le riz, ce sont effectivement des paquets d'herbes, tout simplement, que l'on rajoute au plat du jour pour en rehausser le goût. 65% des enfants de moins de 7 ans recensés par Caritas souffrent de malnutrition chronique. Les autorités nord-coréennes admettent d'ailleurs ces difficultés afin de justifier leur demande d'assistance internationale, à l'image de ces enfants malades délibérément montrés. Mais au-delà se cache une autre réalité, pire encore. Le pire, ce sont des témoignages recueillis et diffusés par la télévision sud-coréenne. Des histoires souvent entendues, y compris par les ONG, mais jamais avérées de manière formelle. Elles concernent des actes de cannibalisme dans la région nord du pays, là même d'où proviennent tous ceux que nous avons interrogés. Une femme m'a dit de manger de son boudin, qu'il était très bon. Alors j'ai goûté, j'en ai pris une bouchée. J'en ai mangé la moitié, le goût était bizarre. La police l'a examiné et dit que c'était de la saucisse à base de chair humaine. Et la femme a été fusillée. Ça s'est passé le 18 à Eryong. Un couple avait ramené chez lui un groupe d'enfants affamés. Ils leur ont donné de la bouillie de maïs. Et après que les enfants se soient endormis, l'homme et la femme les ont dépecés. Ils ont coupé les membres, puis la tête. Ils ont fait cuire la chair et l'ont vendue en prétendant que c'était de la viande d'animaux. Et ils ont fait du boudin aussi avec. Ils ont finalement été arrêtés par la police. Le 18 au matin donc, toute la population a été conviée à l'exécution publique. On a constitué un bûcher et on les a brûlés vifs pour leurs crimes inhumains. C'est ici, à Eryong, que se sont déroulées ces atrocités. Depuis le mois de février, d'autres témoignages confirment d'ailleurs la multiplication des exécutions publiques. Non loin de là, en aval, sur les bords de la rivière Tumen, nous rencontrons deux personnages qui franchissent régulièrement la frontière afin d'y chercher de la nourriture, avant de revenir chez eux. Un jeune garçon de 17 ans et un adulte. Leurs va-et-vient leur sont de plus en plus difficiles.
Ils expliquent que depuis la fin décembre, la chasse aux réfugiés a été lancée par la police chinoise. En ce moment, il n'y a pas beaucoup d'enfants par ici. C'est parce qu'ils ont été arrêtés? Oui, par la police chinoise. Ils ont tous été arrêtés juste avant le Nouvel An. Et toi, tu as peur aussi d'être arrêté? Oui, j'ai peur. Nous le suivons dans les rues de Tumen. Il tient à nous montrer l'endroit où il a trouvé refuge. Il s'agit d'une cabane à peine dissimulée. Pas de quoi protéger du froid polaire qui sévit ici. L'homme, lui, doit repartir le soir même de l'autre côté. Après 15 jours passés en Chine, il veut retrouver sa femme et ses 3 fils en Corée du Nord. Quel était mon métier? Je travaille dans la construction. On dit que l'armée se porte mieux que le reste de la population. C'est vrai? Non, ils sont au même niveau, c'est pareil. Qu'est-ce que les gens espèrent maintenant? Seulement de faire la guerre. Et pourquoi? De toute façon, nous allons mourir d'une façon ou d'une autre. Et la guerre contre qui? La Corée du Sud, bien sûr. Vous pensez que l'armée nord-coréenne se prépare au combat? Oui, absolument. Le gouvernement central nous a toujours dit qu'il fallait passer par la guerre pour arriver à la réunification, pas par le dialogue. La réunification est la seule solution de survie, et pour y arriver, il faut faire la guerre. Le gouvernement entraîne en permanence le peuple à faire la guerre. Il y a des entraînements militaires et des exercices d'évacuation rapide. Les dirigeants essayent de maintenir les gens dans cette tension pour éviter que le système ne se casse. Il y a tellement d'entraînements, plusieurs fois par an. On est habitué maintenant, c'est de la routine. L'armée a-t-elle le moral? Elle n'est de toute évidence pas épargnée par les problèmes d'approvisionnement en tout cas. La scène que nous surprenons maintenant est très révélatrice. Un homme, un Chinois, s'avance sur la glace. Il porte un sac en plastique, de la nourriture apparemment. Nos accompagnateurs nous disent qu'il a rendez-vous ici régulièrement. Au loin, une silhouette apparaît. Il s'agit d'un soldat nord-coréen. Il n'est pas armé. Après avoir longé la berge, comme si de rien n'était, il va rejoindre le Chinois. Ce contact peut leur coûter très cher. D'autant que les provisions ainsi cédées aux militaires coréens font l'objet d'un donnant-donnant. En échange, le garde-frontière fermera les yeux sur d'autres trafics. Les gens se demandent pourquoi nos ennemis, la Corée du Sud et les États-Unis, nous aident. Le gouvernement dit que cela fait partie de leur politique, qu'il ne faut pas se laisser duper. Mais maintenant, on a des doutes. On pensait que le capitalisme et les impérialistes étaient mauvais, mais pour l'instant, ils sont mieux que nous.
Et ce sont eux qui nous aident. Curieusement, le sentiment de culpabilité est aussi très vif chez les réfugiés nord-coréens. C'est de notre faute. On n'a pas bien travaillé. C'est pourquoi notre pays est pauvre. Si nous avions mieux travaillé, nous n'en serions pas arrivés là. C'est ici, à la préfecture de police de Yanji en Chine, qu'arrivent les ordres du gouvernement de Pékin. Et ces ordres, depuis peu, concernent le sort réservé aux réfugiés nord-coréens. Tolérés jusqu'à présent, ils font maintenant l'objet de mesures d'expulsion systématiques. Depuis le 1er janvier, les contrôles aux frontières se sont considérablement renforcés. La Chine se protège d'une Corée du Nord qui s'enfonce petit à petit dans le néant.